Alors nous, on vote contre. Oui, enfin le nous, je suis tout seul, vous allez me dire, il est fou, nous. En fait, le nous, c'est évidemment l'équipe autour du seul élu qu'on a à la métropole, donc l'équipe d'anticapitalistes. Alors oui, on tient à expliquer donc pourquoi on vote contre. D'abord, on a les 400 000 € de dépenses estimé, hein, ça peut être plus, hein, pour une étude de 12 mois. Ça peut être moins aussi, mais en tout cas pour une étude de 12 mois. Et nous, on trouve bizarre que personne ne réagisse sur ce chiffre-là. Ça nous apparaît énorme. Alors, ok, on n'est pas des experts, on sait de toute façon qu'une étude, ça coûte cher. Mais bon, là, c'est quand même 400 000 €, une étude dont on ne sait pas qui va la faire et comment elle va s'effectuer, avec quels spécialistes, quels experts, quelle méthode de travail. Et nous, ce qui nous apparaît aussi un peu dingue, c'est donc cette somme d'argent, alors qu'on nous explique, bon, ça a été abordé dans plusieurs interventions, on nous explique qu'aujourd'hui, il y a des gros problèmes de finances. Et là, visiblement, ça ne pose pas de problème de finances, hein, de la même manière que le métro ne pose pas de problème de finances. Enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment, des fois, dans vos arguments. C'est que d'un côté, on ne peut pas dépenser, et de notre côté, visiblement, on peut dépenser sans souci. Voilà. Donc d'ailleurs, je fais le lien avec la grève d'une partie des salariés de TBM lundi, je crois. Il me semble qu'il y a une journée dite morte à l'appel de syndicat CGT. Et eux posent aussi le problème des moyens, puisqu'on leur explique qu'il n'y a pas de moyens pour recruter, pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer le revenu des salariés, et puis pour améliorer aussi la situation assez difficile à TBM entre les pannes qui seraient liées, en partie en tout cas, à un manque d'entretien du matériel. Bon voilà, vous voyez aussi le décalage qu'il peut y avoir, hein. On dépense 400 000 € dans une étude où on est prêt à dépenser 400 000 €. Et puis d'un autre côté, on explique qu'il faut gérer la misère et donc condamner des salariés à vivre des conditions de travail difficiles, pénibles. Donc voilà, en même temps, c'est une solidarité avec le mouvement de grève de lundi de la part des salariés de TBM. Donc bon, ça c'est une chose qu'on voulait dire. Et l'aspect aussi qui manque, et c'est aussi le problème que souvent dans les délibérations, c'est que ça manque de choix politique ou d'orientation politique. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui est faite, mais sur quelle base ? À partir de quel constat? On voit bien qu'il y a des difficultés, vous l'avez dit, hein, des difficultés de saturation, enfin voilà, c'est pas la catastrophe, mais enfin bon, ça pourrait être beaucoup mieux. Donc pourquoi on en est là aujourd'hui? Donc il nous manque aussi ce lien qui est jamais fait ou rarement fait entre une saturation des transports, une difficulté de transport qui serait liée à la politique de la métropolisation. C'est-à-dire qu'à force de densifier, de vanter l'attractivité, évidemment ça coince quelque part. Et il y aurait besoin aussi de faire cette analyse-là entre cette métropolisation qui pose des problèmes et donc les difficultés qui s'enchaînent. Et ça, c'est pas fait, donc ça manque. Et puis après, c'est oui, quelle orientation aujourd'hui? Donc nous, on pense qu'il y a besoin, avant de discuter d'une étude, il y a besoin de fixer des caps à cette étude-là et de voir dans quelle direction vous avez envie d'y aller. Nous, on pense qu'il faut, il y en a qui posent le problème du métro, nous, on pense qu'il faut reposer le problème d'un service public des transports collectifs, qui englobe évidemment le tram, le bus, mais aussi la question du transport fluvial et du lien aussi avec le RER métropolitain, enfin voilà, de discuter d'un ensemble de choses dont on sait en plus qu'une partie est attaquée, notamment à la SNCF. Enfin, voilà, il y a plein de problèmes. Donc il y aurait besoin aussi de mettre à plat ces choses-là et de discuter justement de l'importance qu'il y aurait d'avoir une réflexion, c'est un service public, de l'ensemble des transports, de coordination de l'ensemble des transports de la métropole et au-delà de la métropole. Voilà. Donc nous, on pense que ça manque aujourd'hui et donc du coup, ça donne une délibération où on vote juste une somme d'argent un peu dingue par rapport à des études, sans justement, alors qu'il manque quand même pas mal de détails. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vote contre. Alors presque naturellement, puisque j'ai vu dans les mots évidence, naturellement pour le vote pour de la gauche et de la droite. Nous, en tout cas, on est dans un contre qui est sans hésitation. Nous aussi, nous sommes opposés à la ZFE, mais là, on a bien compris que c'était pas ça qui était en discussion, c'était donc une réglementation qui visait à finalement limiter les effets négatifs de la ZFE, notamment par rapport aux milieux modestes, puisqu'on a bien compris, enfin, je pense que celles et ceux qui étaient les plus concernés par les restrictions, ce serait les personnes qui ont des vieilles voitures ou des vieux véhicules et donc les milieux, a priori, les plus modestes ou les plus précaires. Donc il faut des mesures pour compenser cette injustice. Hein, parce que d'un côté, il y a une démarche qui est juste, c'est le problème, c'est prendre en compte la pollution liée au transport. Mais bon, la mesure qui est prise, donc, elle a un aspect antisocial. Alors, comment faire pour faire passer la pilule d'une certaine manière? Donc, il y a une réglementation avec des aides qui vont s'adresser essentiellement aux milieux les plus populaires.
Bon, alors donc du coup, nous, on ne vote pas contre, on va s'abstenir parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté quand même de répondre à cette question-là et donc de limiter les difficultés pour les personnes qui sont concernées. Mais ceci dit, c'est vrai que la délibération, elle pose problème dans le sens où elle ne met pas en évidence ces choses-là, quoi. C'est-à-dire une critique de la ZFE et effectivement avec des conséquences qu'on ne mesure pas. Ce que disait Marc Morisset juste avant, mais je crois que d'autres l'avaient abordé, c'est la question du contrôle. Qui c'est qui va contrôler? Comment ça va se passer? Donc on imagine bien les difficultés qu'il va y avoir là-dessus, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones d'exclusion pour certains véhicules. Donc du coup, ça veut dire quoi? Des forces de police présentes, des caméras supplémentaires à un moment donné ou à un autre. Enfin, on se demande quoi le système qui va être mis en place pour contrôler. Donc on voit bien qu'autour de la préoccupation environnementale, ça pose plein de problèmes sociaux et politiques. Et que du coup, on est dans des situations difficilement maîtrisables pour la suite. Ou alors, en tout cas, c'est aussi cette idée qu'on rentre dans un monde de plus en plus fliqué, de plus en plus surveillé, de plus en plus répressif. En fait, ça correspond aussi à tout ça. Donc il y a besoin quand même d'une vision critique de ce qui est en train de se mettre en place et de prendre conscience qu'on ne mesure pas tous les effets. Un aspect aussi important, c'est l'idée que les vieilles voitures, elles polluent plus. Et donc, le plus simple, c'est de les jeter à la poubelle ou en tout cas s'en débarrasser. Et donc ça paraît raisonnable d'une certaine manière parce qu'on se dit, oui, si ça pollue plus, autant ne pas... Mais d'un autre côté, on se dit, mais quel gaspillage, quelle démarche profondément anti-écolo, anti-environnementale, puisqu'en fait, ça représente quand même des centaines de milliers de véhicules à l'échelle du territoire. Peut-être plus, j'ai même pas l'échelle de valeur. Mais c'est dingue de se dire ça, quoi. Des véhicules qui sont fabriqués, même s'ils sont anciens, et puis là maintenant on s'en débarrasse et le problème est réglé ou presque réglé. Donc ça montre aussi que quelque part il y a une sorte d'encouragement à l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'en fait on va faire des véhicules et très régulièrement on va les remplacer parce que de toute façon il y aura toujours des véhicules moins polluants. Ça aussi ça pose un problème. Donc il y a besoin d'une réflexion là-dessus et de se dire oui, il y a besoin de critiquer ces systèmes qui se mettent en place. On se demande si ce ne sont pas des systèmes qui permettent de répondre à la crise de la production automobile, c'est-à-dire ah ouais vous vendez moins, vous inquiétez pas, on vous fait des mesures, vous allez vendre plus de bagnoles. Et donc on est aussi dans des cercles un peu vicieux où finalement c'est des lois ou des mesures qui répondent à des besoins capitalistes et de répondre à des difficultés de marché, notamment du secteur automobile. Bon, voilà, donc du coup toutes ces critiques là. C'est une manière d'essayer de poser le problème, mais on s'abstient parce que, encore une fois, je le redis, il y a des mesures qui sont favorables. Ah oui, puis la mesure favorable, c'est le groupe PC qui l'a souligné. C'est vrai qu'on l'a noté nous aussi, les 6 mois de gratuité et d'abonnement. Et c'est vrai que c'était marrant de voir ça parce que vous êtes une assemblée qui a priori est plutôt contre la gratuité du transport en commun. Et là, il y a une mesure que nous on soutient, mais on se dit que pourquoi pas faire carrément la gratuité, pourquoi que 6 mois. Et c'est vrai que derrière tout ça, la gratuité, c'est pas juste le problème de la gratuité, c'est que derrière, c'est comment on met les moyens pour développer un service public des transports. Et on pense qu'il faut développer ce réseau-là le plus possible, et ça sera la meilleure des réponses pour combattre le tout voiture, le tout camion et la pollution qui est liée au trafic automobile et camion, quoi. Je vais lire une note relativement courte de notre conseil scientifique sur ce sujet-là. De ce que nous comprenons de cette délibération, il s'agit d'octroyer plus d'aides ou tout au moins de faciliter les aides pour que les bailleurs sociaux puissent faire les rénovations énergétiques nécessaires dans leur parc immobilier. Nous serions plutôt pour, mais il y a des éléments que nous ne partageons pas et qui nous amènent à nous abstenir. D'abord, sur la définition des objectifs, on est de nouveau face à des mots un peu marketing, type neutralité carbone ou énergie positive, qui cachent la réalité du problème. Ils dissimulent une comptabilité carbone qui n'inclut pas les émissions importées. Et dans une économie mondialisée et une division du travail planétaire, on ne comprend rien de l'empreinte carbone si on ne regarde pas l'impact de ce qui est fait ici et là sur des productions qui sont faites ailleurs. Ensuite, sur les objectifs concrets, on juge effectivement pertinent de s'intéresser de près à la rénovation de l'habitat, qui représente 20% des émissions de gaz à effet de serre de la métropole. Vous fixez un objectif global à 11 500 rénovations par an, dont 2 000 par an sur le logement social. Le document précise que 3 173 logements sont classés en étiquette énergie E, F ou G. On devrait donc pouvoir les rénover rapidement. Mais du côté de la méthode, ça pêche. Dans le nouveau règlement, vous dites vouloir fonctionner par conventionnement avec chaque bailleur. Ce n'est pas suffisant. Comment on intègre les réflexions avec tout le secteur de la construction? Ces grands chantiers nécessitent à la fois l'apport de savoir-faire spécifiques des techniciens et des ouvriers, et une réflexion sur la production et l'approvisionnement local en matériaux bas carbone qui nécessite de mobiliser toute la filière. On regrette qu'il n'y ait pas plus de réflexion sur le type de réseau d'énergie qu'on souhaite.
Est-ce que rester sur une architecture d'infrastructure aussi centralisée, c'est pertinent au regard de l'augmentation des risques climatiques? Enfin, un grand oublié du document, c'est l'empreinte carbone des nouvelles constructions qui reste beaucoup trop élevée. On est très loin du compte, car on privilégie le rendement, c'est-à-dire souvent la marge du promoteur, dans le cas du logement social, la rentabilité de l'opération, à des matériaux plus écologiques. La première chose à faire, c'est d'arrêter les démolitions de l'habitat social dans les projets de renouvellement urbain. Fin de la note. Et donc, abstention. Alors nous, on vote contre. Alors c'était pas une évidence, hein, ou c'est pas naturel, je sais pas quoi, les formules que vous utilisez. On a hésité entre l'abstention et le contre, et finalement on a décidé de voter contre. Alors je vous explique pourquoi. En fait, il y a peut-être l'utilité effectivement de rénover et puis de redynamiser ou de dynamiser ou de créer une dynamique autour du Palais des Congrès, de bord de lac. Et donc ça c'est possible, mais en fait nous on met en avant la question de la priorité. Ça nous apparaît ne pas correspondre aux besoins aujourd'hui de faire ce genre de travaux ou de se préparer à ce genre de travaux. C'est un peu comme les allées tournis. On a du mal à accepter que les choses se passent de cette manière-là, ou en tout cas que ce soit ces choix-là qui soient faits. Ça ne veut pas dire encore, même pour les allées tournis par exemple, ça ne veut pas dire qu'il faudrait rien faire, mais on a un problème avec ces gros travaux ou ces gros chantiers en perspective, alors qu'on sait tous qu'il y a des soucis financiers et qu'il y a surtout des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits. Et donc nous, on le pose du point de vue de la priorité. Nous, on pense qu'il y a d'autres priorités, qu'il y aurait d'autres choses à discuter, à mettre en débat. Et nous, on reproche aussi ce fonctionnement, c'est-à-dire vous présentez une délibération pour faire ceci, et nous, on pense qu'en amont, il devrait y avoir, il y a ça à faire, ou ça. Avant cette délibération-là, on devrait avoir une situation de discussion, de réflexion, au moins dans l'Assemblée, ici, puisqu'on est censé faire de la politique et discuter de choix politiques, mais même de voir comment on peut y avoir un lien avec la population, les habitants dans les quartiers, avant de mettre en marche ce genre de décision-là. Parce qu'une fois que c'est lancé, on va vers ça. Et donc avant, il y aurait besoin de faire un état des lieux de la situation sur la métropole et de dire, bon ben voilà, on a recensé tel et tel besoin, tel et tel problème, il y a plusieurs possibilités, on n'a pas l'argent pour tout faire, voilà, comment on y réfléchit, comment on avance et quel choix on fait. Et nous, on pense que ce serait une façon démocratique de discuter de ces choses-là et pas nous coincer après dans des délibérations où on est pour ou on est contre et puis voilà, et puis basta. Et donc ça, c'est un problème qu'on pose. Donc c'est pour ça qu'on fait du contre, parce qu'on pense que ça ne passe pas comme ça devrait se passer, et on pense qu'il faudrait absolument mettre en avant des priorités. Ça ne veut pas dire qu'on se moquerait de certains aspects comme ça, comme les foires, enfin tout ce qui pourrait se passer dans ce bâtiment-là. Mais voilà. Donc du coup, on a envie de mettre en avant ces questions politiques, ces questions sociales, et d'arriver à discuter du budget sérieusement, c'est-à-dire, ben oui, effectivement, l'argent qui existe, qu'est-ce qu'on en fait et à qui on s'adresse et pour qui, en fait, on fait les choses, quoi. Voilà, donc du coup, ben, contre. Mais ce n'est pas forcément une évidence, hein. Donc rapidement, c'était pour répondre justement à ce que vous aviez dit, M. Urmic, sur deux aspects, sur l'axe Cazenave-Poutou. C'est pour préciser à l'Assemblée que ça ne préfigure en rien un accord national avec Macron et qu'il est a priori pas question qu'il m'appelle pour être Premier ministre, hein. Enfin voilà, donc c'était pour enlever les ambiguïtés éventuelles. Et l'autre aspect, c'est sur... je pense qu'il fallait que je précise, hein, au cas où. Et l'autre aspect, c'est sur la vision globale. En fait, on ne reproche pas ni à M. Delpera, ni à la majorité droite et la gauche avec sa droite. On ne reproche pas de ne pas avoir de vision. C'est pas un manque de vision globale, c'est que nous on pense que justement la vision elle devrait être partagée beaucoup plus que ça en amont, et une vision politique. Et c'est ça qui a besoin de discuter, c'est pourquoi faire ça et pourquoi pas faire autre chose, et de mettre sur la table toutes les possibilités ou tous les besoins qui auraient été recensés. Et c'est un besoin de mettre à plat une vision. Donc visiblement on aurait aussi une sorte de confrontation entre une vision plutôt libérale de la gestion de la métropole et puis une vision plutôt anticapitaliste ou une vision un peu plus sociale. Et c'est aussi ça qu'on aurait peut-être besoin de discuter dans cette Assemblée, même si la partie anticapitaliste Assemblée est ultra minoritaire. Mais bon, le fait est qu'on est là et qu'on peut aussi essayer de discuter sur ces questions-là, quoi. Alors, c'est pas nous qui avons dégroupé, donc on avait prévu une note. Et ben, du coup, je vais vous lire la note, ça sera plus confortable pour moi. C'est une note donc rédigée par l'équipe qui travaille.
Avec moi, nous partageons la préoccupation de favoriser l'inclusion numérique, de lutter ainsi contre les inégalités sociales numériques, aussi appelées fractures numériques. Mais nous avons quelques doutes. D'abord sur une gouvernance qui nous paraît trop institutionnelle, ou trop institutionnelle, puisque je pense qu'il faut faire la liaison, dominée par les élus des collectivités et par diverses institutions et services publics dont on sait qu'elles et ils seront représentés par des directions. Nous pensons nécessaire d'impliquer le mouvement syndical et social dans son ensemble, avec des associations militantes impliquées aussi sur ces questions. De manière générale, les acteurs impliqués dans les 3 organes de gouvernance ne sont pas clairement listés. Sur les actions programmées, à part les formations, très bien, nous ne voyons pas de quoi il peut s'agir. Enfin, il convient de rappeler que ces inégalités numériques sont avant tout des contre-coups d'inégalités sociales. Nous pensons alors nécessaire de réfléchir à la gratuité de l'accès aux outils et réseaux numériques pour les personnes les plus défavorisées. Ça peut même être le débat sur une gratuité totale, hein. Mais bon, je pense que ça ne sera pas gagné. Cela suppose de discuter du principe et des moyens financiers qu'il faudrait y mettre. Pourquoi pas mettre en place la gratuité du réseau pour toute la population? J'avais devancé, c'était dans la note. Mais nous connaissons votre refus de la gratuité des services publics globalement, notamment sur la question des transports. Donc de ces remarques diverses, nous en concluons logiquement donc une abstention. Une note. Donc nous votons pour, hein, comme lors du conseil municipal. Nous approuvons les dispositifs qui visent à améliorer les conditions de travail du personnel féminin, qui renforcent les possibilités de télétravail, d'absence. Nous pensons qu'il faudrait acter l'existence de jours de congé officiels, comme c'est le cas dans certaines entreprises ou même dans certaines collectivités. Il est précisé dans la délibération qu'il est possible de s'absenter en cas de douleur incompatible avec le travail jusqu'à 13 jours dans l'année. Une formule qui est pas forcément ambiguë puisqu'il y a un chiffre précis, mais pourquoi 13 jours? Question qu'on pose. Ces jours d'absence restent-ils dans un compteur congé ou ça serait en plus des congés d'absence spécifiques? Un arrêt de travail est-il nécessaire? Donc M. Aigron, visiblement, a précisé qu'il y aura un arrêt de travail, mais ce n'est pas dit non plus dans la délibération. Peut-être qu'il manque des informations. Et le revenu sera-t-il maintenu à 100% en cas d'absence? On pense que c'est important aussi comme information. Il manque quelques précisions à notre avis, donc un peu liées aux questions qu'on pose. Alors nous votons pour, évidemment, ce que vous nommez une expérimentation qui devra être, à notre avis, évidemment, et l'avis d'autres aussi, d'autres personnes, donc ça devrait être pérennisé et même renforcé. Il nous semble qu'il manque quand même l'avis des organisations syndicales, ou en tout cas, à travers les organisations syndicales, il manque l'avis du personnel par rapport à, pas tellement sur le principe, parce qu'on suppose que ça... Enfin, on espère que ça fait l'unanimité parmi les employés, mais sur les modes d'action et sur la façon dont les choses se mettent en place, ça aurait été bien d'avoir un avis. Mais d'ailleurs, de manière générale, c'est ce qui manque quand même la plupart du temps quand il y a des délibérations qui concernent le personnel. Leur parole n'est pas prise en compte, en tout cas on ne le voit pas, donc on est amené à voter des choses qui les concernent ou qui concernent certaines catégories de personnes, mais sans savoir ce qu'elles en pensent. Donc pour nous c'est un problème, à l'image du rapport social qu'on a discuté précédemment, où il n'y a même pas à aucun moment un retour des organisations syndicales sur la façon dont les choses se passent. Donc ça, à notre avis, ça pose un problème démocratique dans le sens où leurs paroles devraient être prises en compte. Voilà. Sur les syndicats consultés, oui, on imagine bien, c'est un peu obligatoire, donc vous l'avez fait, mais c'est pas tellement ça qu'on demande, c'est l'avis. Quand nous, on est l'avis des syndicats, des organisations syndicales, ça paraît basique quand même. Donc c'est pas la peine de contourner la question. Les 13 jours de congé, ok, c'est lié au cycle, hein, il y en a 12 dans l'année, mais si jamais c'est 14 ou 15 jours d'absence, qu'est-ce qui se passe? Donc là aussi, c'est pareil, il n'y a pas de réponse. Et puis, est-ce que c'est payé 100%? Enfin voilà. Donc il manque quand même, il manque des informations. On vote une délibération et il y a des éléments qui n'en sont pas et nous, on pense que ces éléments-là sont importants. Voilà. Maintenant, sur cette délibération, on vote pour aussi. Sur celle qui vient, donc avec l'Université de Bordeaux, la formation, donc sur le droit public, on est pour. On pense que c'est évidemment important de sensibiliser, de former notamment des jeunes au droit public, aux aspects juridiques et judiciaires dans le domaine donc, du droit public. Nous avons le sentiment d'ailleurs que ça pourrait aussi concerner l'ensemble des élus, parce qu'on n'est pas tous...
en train de maîtriser ce sujet-là. Mais il y a un aspect, mais ça ne change rien au vote, on est pour quand même, mais c'est vrai que le droit public, les aspects réglementaires, le droit et tout ça, ça reste quand même basique. Enfin, c'est important à connaître, mais on aimerait bien aussi une connaissance politique ou une vision politique du droit, parce que le droit, ça ne fait pas tout, et puis après, c'est comment on s'appuie sur ce droit-là pour défendre une vision politique, et c'est vrai que ça mériterait aussi des formations politiques là-dessus. Ça voudrait dire aussi une gauche qui soit sur des visions plus politiques et plus antilibérales et anticapitalistes. Mais bon, c'est pas vraiment le cas. Mais enfin, en tout cas, on tenait à faire cette petite remarque-là. Mais on vote pour la délibération. Merci. Alors, j'ai une note à lire. J'ai hésité. J'ai demandé à mon équipe et c'est partagé. Donc, on lit la note. Bon, c'est court, hein. Donc nous votons pour cette superbe délibération, Monsieur Hermic. Superbe. C'est pas tous les jours fait. C'est un axe plutôt Hermic cette fois-ci. Ben oui, ça évolue. Donc nous approuvons l'objectif qui est de lutter contre les îlots de chaleur avec le constat en introduction nous sommes d'accord avec le constat en introduction des réponses à apporter aux problèmes de pollution et du coup des conséquences négatives sur la santé des habitants et des habitantes. Mais nous tenons à préciser qu'il y a des incohérences nombreuses entre la prise en compte de la crise climatique et l'absence de rupture dans les choix politiques globalement. En ce qui concerne notamment la politique d'urbanisme, construction et puis pour les transports. La délibération parle, entre guillemets, d'adapter la métropole et ses territoires à la chaleur. Formulation qui reste pour nous ambiguë, car elle suppose que par quelques inflexions, petites inflexions, on pourrait agir efficacement. Il y a pourtant à la fois une urgence et une nécessité de remise en cause des politiques passées, car le dérèglement climatique n'est pas une fatalité, ça vient bien de quelque chose, à part les climato-sceptiques évidemment qui vont penser que tout ce qui se passe est bien normal. Alors certes, plus il y aura de projets limitant la chaleur, comme les ombrières, les peintures sur les toits, etc., mieux ce sera. Mais à côté, contre la pollution, contre la chaleur, pour la santé de toutes et tous, c'est une politique d'envergure qu'il faudrait mettre en place, surtout en impliquant les organisations militantes associatives très impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique. De toute façon, pour s'en sortir et pour être efficace, il faudra bien sortir pour de bon des limites institutionnelles et des logiques libérales. Fin de la note. Alors nous, on va voter carrément contre, en partie avec les arguments qui viennent d'être précisés. Donc je lis aussi la note qui était prévue. Nous pensons que l'argent public doit servir à financer des opérations publiques et non pas des entreprises directement ou indirectement, comme cet espace, entre guillemets, espace hybride de découverte des métiers de l'aéronautique. À notre avis, c'est aux industriels comme Dassault et autres de financer les centres de formation censés répondre à leurs enjeux de recrutement. C'est le cas de ce projet hors les murs de la part de l'association Tarmac pour promouvoir l'aérospatiale, même si les questions d'emploi concernent la collectivité. De plus, il n'y a aucun document présenté, trop peu d'informations concernant ce projet dans la délibération, surtout que la subvention est conséquente, 198 665 €. Ce dispositif proposé ne nous va pas, nous votons contre. Et j'ajouterai, par rapport même à ce que disait M. Clément Rossignol sur la question du secteur économique aéronautique, aérospatiale, défense, on sentait bien qu'il y avait quelques réticences de la part du groupe écologiste par rapport à cette activité-là, mais nous, on est foncièrement contre cette activité-là, donc évidemment qu'on ne peut pas le balayer comme ça parce qu'il y a de l'emploi derrière, mais nous, on pense qu'il faudrait poser le problème, mais ça ne dépend pas de la métropole, d'une reconversion immédiate, parce que c'est de toute façon un secteur particulièrement polluant, et tous les mots sur le côté décarbonation et tout ça, ça doit être du pipeau à notre avis. Et puis surtout, c'est un secteur qui n'est pas du tout sympathique ou pacifiste, parce qu'on est dans un monde qui se militarise et un monde de guerre. Et donc, oui, il y a une partie de ce secteur-là qui vit de ça et qui a intérêt à ce que ce monde-là connaisse des guerres de plus en plus. Donc oui, c'est un problème aussi. Donc on peut avoir aussi un positionnement politique contre ce secteur-là et de voir concrètement comment on peut faire assurer une reconversion de l'emploi à la fois sur des questions environnementales ou sur des questions politiques comme l'antimilitarisme. On a une note, cette fois-ci je la lis pour alterner. On vote contre, c'est la 42, c'est ça, je ne me trompe pas.
Ça. Nous votons contre. Non, nous n'approuvons pas le bilan de clôture puisqu'il nous a demandé de l'approuver. On ne l'approuve pas, donc du coup, il nous apparaît logique de voter contre la délibération. Nous sommes en désaccord avec la vente du foncier à des entreprises, surtout pour une zone économique dédiée à l'aérospatiale, défense aéronautique. Développer une offre foncière pour que des entreprises puissent s'installer, grosses ou petites, devrait mettre en avant un minimum de conditions, discuter publiquement, à savoir pour quelle économie, pour quelle activité, pour quelles conditions sociales et environnementales. Cela manque un minimum de transparence et de démocratie, à notre avis. Qui décide, qui choisit, qui oriente? Nous avons un bilan, certes, la métropole et son aménageur rendent des comptes, mais où est le temps de débat, l'espace de réflexion sur la politique économique qui est menée? C'est profondément insatisfaisant, à notre avis évidemment. Il est précisé en plus que le traité de concession a été acté en décembre 2017, il y a quasiment 7 ans. Or, depuis, la crise économique et environnementale s'est considérablement aggravée. Des choix ne pourraient-ils pas être rediscutés? Des décisions ne devraient-elles pas être réorientées en tenant compte donc de la situation nouvelle? Visiblement, la métropole ne se pose pas ce genre de questions et avance. Nous votons contre, tout en précisant que nous n'avons pas pu étudier comme il le faudrait ce document de 40 pages. Il est clair, ce projet est un exemple, ceci dit, c'est clair pour nous, ce projet est un exemple typique des aménagements que nous ne voulons plus voir, une zone d'activité basée sur une artificialisation totale des sols. Dans le contexte actuel où les enjeux écologiques et la préservation des espaces naturels sont prioritaires, ce type de projet ne peut plus être la norme, à notre avis évidemment. Par ailleurs, ce projet soulève également la question centrale de la concentration de la propriété foncière dans les zones d'activité, une réalité qui, au-delà des effets de spéculation, limite grandement les opportunités de densification et de mutation des fonciers d'activité. On parle ici de Unibail, Clépierre, Cetrus, Mercialis, Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. Il y a une solution efficace pour remédier à ce problème, l'expropriation des grandes propriétés foncières commerciales et d'activité, mais on sait que ça dépendra de décisions plus nationales que locales. Nous aussi, petite note pour expliquer, mais je crois qu'on l'a déjà fait les années précédentes, puisque c'est une délibération qui revient tous les ans. Donc on vote contre, c'est les mêmes arguments que viennent d'être développé par Marc Morisset. Donc là, c'est 7 dimanches ouvrables pour 2025, c'est beaucoup, mais enfin 6 ou 5 ou 4 ou 3, ce serait beaucoup aussi quand même. Donc c'est beaucoup et beaucoup trop. Une loi qui favorise le consumérisme, on l'a vu, à chaque fois, ça sera pour le Black Friday, pour Noël, pour les soldes d'hiver et d'été, comme s'il y avait besoin d'embêter les salariés qui travaillent assez, voire trop, les autres jours. Bon, on sait qu'à droite, il y en a qui pensent que ça bosse pas assez. Un volontariat qui repose sur des revenus trop bas, souvent, parce que volontariat, il faut le mettre entre guillemets, hein, il y a un volontariat qui est lié pour deux raisons, soit pour des pressions, des pressions hiérarchiques, et la précarité joue un rôle là-dedans, hein, donc il faut bien prendre conscience de ça, que le volontariat, ça n'existe pas en réalité. C'est dans un rapport de subordination au travail qui est souvent très compliqué. Et puis des fois, donc le volontariat, il est aussi sur les questions salariales parce que les salaires sont trop bas. Donc du coup, on arrondit un peu le salaire des fins de mois avec un travail le dimanche, qui est de moins en moins d'ailleurs rémunéré de manière majorée. Hein. C'est de plus en plus des horaires normaux puisque ça s'intègre dans l'annualisation du temps de travail. Donc vous mesurez peut-être un peu tout ça. Donc du coup, oui, quand il y a des décisions comme ça, ça a des conséquences sur des salariés et c'est pas très cool pour une bonne partie d'entre eux en tout cas. En plus, on a remarqué qu'il y avait 5 dimanches de suite. C'est quand même pour dire l'absence de prise en compte des conditions de vie et de travail pour les salariés. 5 dimanches de suite. Alors on peut supposer qu'il y en a, ça va être un peu du turnover sur le volontariat ou pas. Mais enfin bon, comme je vous l'ai dit, le volontariat n'a pas vraiment. Donc ça risque d'être un peu aussi compliqué pour pas mal de salariés. Donc on est dans une logique de faire travailler de plus en plus les gens et en enlevant un peu les droits sociaux, les capacités ou les possibilités de pouvoir gérer sa propre vie. Dans les premières années de ces autorisations au milieu des années 2000, cela se faisait sur la base d'un volontariat qui existait un petit peu à un moment donné pour une journée rémunérée en heures sup à 50% et avec l'annualisation du temps de travail, elles ne sont donc plus rémunérées en heures sup dans de nombreux cas. Donc nous votons contre, ce qui ne constitue pas un scoop évidemment. Nous le pratiquons chaque année logiquement. Voilà, point. Merci. Ça va être relativement rapide. En fait, on avait fait une note, mais là, du coup, je vais faire une petite intervention.
dans la foulée de l'intervention du groupe communiste et puis de celle de Marc Morisset, en fait, on est dans la même ligne, quoi. La différence peut-être du groupe communiste, c'est que nous, on va voter contre aussi, contre ce projet, puisqu'on n'est pas d'accord effectivement avec ce projet. Olivier Escaut a fait un rappel historique d'une lutte qui est ancienne, en fait. Il parlait des militants communistes qui sont dans la lutte, mais on peut élargir un petit peu. Ça a été des collectifs de syndicalistes, de militants associatifs, politiques, évidemment, d'une partie de la gauche, contre ce projet-là dès le départ, contre d'abord la fermeture de l'hôpital public, même si c'est un hôpital militaire, ça reste un hôpital public avec un aspect civil de centre dans l'accueil de l'hôpital, et puis contre le projet Baïa, le projet immobilier, qui est dans des logiques marchandes ou des logiques financières qu'on ne partage pas du tout et que même on désapprouve. Du coup, c'est un désaccord total sur ce projet d'aménagement, et c'est pour cette raison-là qu'on vote contre. Et voilà, donc c'était pour rappeler qu'il y a quand même encore une bataille qui continue, une mobilisation qui continue, même si elle est difficile. Il y a toujours des actions, et en essayant de faire en sorte que la population y trouve un petit peu son compte. Et c'est aussi le problème de la délibération, c'est que en fait les choses avancent, et puis même par honnêteté, on va dire politique ou intellectuelle, je sais pas comment dire, dans ce genre de délibération là, ce serait bien que soit noté qu'une partie de la population est mobilisée contre. Voilà, de dire ben voilà, il y a quelque chose qui est fait par la métropole, qui est assumé par la métropole, mais en ayant conscience qu'elle se retrouve en désaccord avec au moins une partie des habitants ou des habitantes, et ce serait un peu correct de montrer aussi que la situation n'est pas si simple que ça, et qu'il y a des choses qui se font et qui sont désapprouvées par des gens. Voilà. On a l'impression que c'est une vieille histoire qui se transforme en scénario catastrophe, mais qui n'était pas si imprévisible que ça, puisque je ne sais pas si vous savez, mais les PPP, ce qu'on appelle les partenariats public-privé, il y a eu d'autres villes où ça a coûté très cher. Je crois que c'était Le Mans, c'était un stade aussi. Enfin voilà. Donc en fait, c'est un dispositif qui coûte la plupart du temps très cher aux collectivités et qui profite plutôt globalement au privé. Et là, bon, alors il y a des histoires très particulières. Il y a la crise des Girondins de Bordeaux qui amplifie un peu les problèmes, mais voilà, on est dans un mécanisme malheureusement classique. Et aujourd'hui, il faut compter les dégâts, enfin, d'une certaine manière. Donc, ce qui est un peu surprenant, c'est que bon, voilà, c'est un rapport au départ, la délibération, c'est un rapport 2023. Mais là, on sent bien qu'il va bien falloir faire des bilans de toute cette histoire, et puis surtout, à partir des bilans, quelle perspective, quoi faire maintenant? Parce que si c'est un scénario catastrophe, comment faire pour que la collectivité ne paye pas plus que ce qu'elle a déjà payé, et comment faire en sorte qu'à un moment donné, il y a des responsables de cette situation-là, parce qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, hein, c'est pas possible que ça vienne de nulle part, ces problèmes. Il y a bien des responsables. Et on peut penser quand même que quelque part, la collectivité, enfin en tout cas la métropole, elle a sa part de responsabilité dans la situation actuelle. D'abord avec l'histoire du PPP, hein, ça avait été d'ailleurs, je crois, contesté à l'époque par M. Urmic, hein, c'est pas pour lui faire une fleur, mais si je comprends bien, si je me souviens bien, il y a eu quand même des opposants à ce stade à l'époque qui paraissaient surdimensionnés de par son utilité, mais aussi sur les questions économiques, donc ça posait des problèmes déjà à la collectivité. Et puis plus récemment, le choix du repreneur, Lopez, avec les errements qu'on suivi. D'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'il a d'autres histoires aussi sur le dos, hein, pas qu'à Bordeaux, hein, entre Lille, le Boavista Porto, et puis une condamnation judiciaire hein, pour exercice illégal hein, d'agents de sportifs. Enfin bon, voilà. Donc du coup, il y a quand même à un moment donné un regard sur soi, un regard sur ce qui a été fait, pour dire oui, on a un peu merdé, quoi. Ou beaucoup merdé, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, il y a une situation, c'est pas possible de la regarder comme ça, comme si vous n'y étiez pour rien, comme si l'Assemblée n'y était pour rien. Donc il y a quelque chose aussi à revoir là-dessus. Et moi, j'ai pas du tout, et nous on en a discuté, on voit pas du tout comment évidemment on peut s'en sortir. Enfin, le 11, c'est pas un 11 solidaire, hein, c'est comment finalement la métropole, la collectivité peut s'en sortir. Mais enfin, en tout cas, on est confronté à un vrai problème, mais qui est lié aussi à, encore une fois, on a déjà eu des débats, y compris la ville de Bordeaux, notamment avec M. Urmic à l'occasion de la crise des Girondins de Bordeaux. Mais c'est aussi le problème de ce sport où il y a énormément d'argent, de ces sociétés où on pense qu'il y a beaucoup d'argent, et puis au bout du compte, finalement, c'est les collectivités qui finissent par payer. Et donc, on est dans des histoires plus ou moins scandaleuses. Bon, voilà, comment on se sort de ça, en fait? Mais ça nécessite quand même que vous ayez un regard un peu sur, oui, OK, ce qui a été fait, ce qui a été décidé, c'est pas terrible. Enfin, sinon, on s'en sort pas. Sinon, c'est trop facile de dire, ben oui, on est dans la panade, donc il faudrait faire de nouveaux gestes, en fait. C'est ça l'idée, hein. Ce serait d'assouplir le contrat avec SBA.
Enfin, et donc moi je pense qu'à un moment donné il faut un rapport beaucoup plus rigoureux avec ce monde capitaliste, avec ce monde d'affaires et avoir plus de réflexes de protection de l'argent public et de pas jouer à l'aventure comme ça a été fait jusqu'à présent, quoi. Donc maintenant voilà, c'est facile à faire peut-être d'une certaine manière ce constat-là, mais maintenant comment on s'en sort, là c'est un peu plus compliqué. Sur les Girondins de Bordeaux, il y a quelqu'un, un ou une élue qui disait on pense aux Girondins de Bordeaux. On pense à quoi quand on pense aux Girondins de Bordeaux? Nous, on aurait tendance à penser à la centaine de personnes qui ont été licenciées, qui est pour rien dans l'histoire, mais ils ont été licenciés. Hein, et je ne sais pas si vous avez vu un peu l'histoire. Ils sont licenciés parce qu'il n'y a pas de possibilité de sauvegarder l'emploi. Mais je ne sais pas si vous avez vu les salaires énormes, même y compris pour des joueurs qui étaient en Ligue 2, les salaires énormes qu'il y avait. Hein, je ne sais pas si ça ne vous pose pas de problème, cette histoire-là. Ou même les dirigeants Lopez et compagnie, les revenus énormes. Vous avez vu le licenciement du collègue de Lopez qui coûterait très cher. Et donc, il se démerde à essayer de faire en sorte qu'il ne paye pas les indemnités de licenciement. Je ne sais plus combien, mais c'est des chiffres énormes. Et quel regard la collectivité avait sur ce club qu'elle était censée aider par le fait qu'il ne fallait pas qu'elle paye tous les loyers ou en tout cas de rééchelonner le loyer du stade. Vous vous rendez compte de ces histoires-là, quoi? Donc il y avait les moyens, il y avait de l'argent et enfin voilà, nous ça nous apparaît complètement scandaleux et donc ça pose le problème d'un regard beaucoup plus critique sur ce qui est fait et de remise en cause de la politique qui a été menée par l'Assemblée ici et à partir de là, oui, de discuter de solutions qui seraient certainement beaucoup plus rigoureuses que ce qui a été exercé jusqu'à présent. Voilà, donc j'arrête là. En tout cas, il n'y a pas de vote, je crois, c'est un rapport. Hein, mais bon, en tout cas, s'il y avait eu un vote, on aurait été largement tenté de voter contre. On aura une petite note qu'on va verser, mais juste pour dire un mot, en fait, on vote pour la délibération déjà, bon, c'est un détail important, et on voulait préciser là-dessus, suite à ce que vient de dire Harmonie Le Cerf, on est d'accord sur la critique de l'État qui est relativement absent et qui mène une politique plutôt contre-productive sur ces questions-là. Mais il y a aussi la responsabilité des collectivités. Et nous, par exemple, on est scandalisé, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, en tout cas, on désapprouve complètement là, les projets d'hôtels de luxe au bâtiment en Gambetta, l'ex-Virgin, ou même à la caserne, je crois, la caserne de la Benoge, là, où derrière, ce sont des projets d'hôtels de luxe et on n'a rien contre le fait que les riches puissent s'amuser un peu et avoir des belles chambres, c'est pas ça le problème. Mais c'est une question de priorité, encore une fois. C'est qu'il y a des manques incroyables de logements, alors pour des tas de gens qui sont en demande de dossiers, en attente de dossiers, mais aussi donc les personnes sans abri, les réfugiés. Enfin, et quand on voit ça, on se dit il y a un truc qui va pas du tout, quoi, dans cette société-là. Comment on peut aujourd'hui mettre en place et multiplier des hôtels de luxe alors qu'on sait qu'il y a des centaines, voire des milliers de gens qui se retrouvent aujourd'hui sans logement. Donc nous, ça nous apparaît scandaleux. Et nous, on pense que de ce point de vue-là, les collectivités, les villes ou la métropole, elles ont un rôle à jouer. Et ça pose aussi le problème d'une politique plus radicale sur cet aspect-là. Alors la réquisition, c'est jamais simple, évidemment. On le sait que de toute façon, la loi, elle facilite pas les choses. Mais en tout cas, il y a certainement des choses, une politique à mener qui pourrait être différente. Un autre aspect aussi sur cette question du logement d'abord, c'est ce que nous aussi on trouve scandaleux, ce sont les démolitions. Alors là, on a un exemple, encore une fois, on ne va pas relancer le débat parce que ça a été il y a quelques temps, sur Sèche-Format-Noir. C'est scandaleux, la destruction de 3 tours ou de 4 tours avec des logements et derrière, on ne retrouvera pas le même nombre de logements. D'ailleurs, Madame Bost et d'autres élus, je crois, ont reçu un courrier, moi j'ai reçu, un courrier de Christophe Hutin, qui est un architecte relativement connu sur Bordeaux, il me semble, et qui a envoyé un courrier en posant le problème des démolitions, en disant qu'à la fois, bon, il y a l'aspect environnemental, enfin l'aspect aberrant d'un point de vue environnemental, mais il y a l'aspect aberrant d'un point de vue social. Et donc, il fait partie d'architectes ou d'urbanistes qui militent pour un moratoire et stopper immédiatement les démolitions, de dénoncer en tout cas une bonne partie de la politique de l'ANRU. Et je crois qu'il a envoyé un courrier qui n'a pas eu de réponse. Donc, c'est le problème aussi qu'on peut avoir, c'est comment on débat de ces questions-là, comment ça peut faire partie aujourd'hui, en tout cas, d'axes prioritaires et pas juste se plaindre d'un État qui ne mène pas la politique qu'il faudrait, mais aussi de voir comment les collectivités ou les communes et la métropole peuvent prendre en main prendre en main une politique qui soit un peu plus efficace. Voilà, donc je regarde mes notes, mais je pense que ça va le... J'arrête là, voilà. Là, pour la dernière, je vais tenter de lire la note. Si ça ne vous dérange pas, comme c'est la dernière, ça devrait passer plus facilement.
Donc c'est un quartier qui accueille de nouvelles constructions. Il semble logique qu'il y ait une nouvelle école, mais plusieurs points nous questionnent et nous posent problème. D'abord, pourquoi construire 7 classes d'école maternelle d'une école qui existe déjà? Est-ce qu'il y a une démolition, d'ailleurs, ça ne nous semble pas très clair, de l'ancienne école en fait, quand on sait qu'il n'y aura pas plus de classes de maternelle, 7 aujourd'hui et donc 7 programmées demain? Il aurait été possible de simplement peut-être de réhabiliter cette école-là ou de la rénover. Enfin voilà. Bon, donc en tout cas, c'est plus une question. On a un doute là-dessus. Nous rappelons que nous sommes contre les destructions de bâtiments. Ça, je viens de le dire juste avant, hein, mais aussi contre les destructions de logements et donc d'écoles. Ça nous apparaît une aberration pour des raisons économiques et écologiques. Dommage que le maire écologiste Bègle n'ait pas ça en tête. C'est une petite pensée pour lui, en passant. Il est donc possible de construire une école élémentaire à côté de l'école maternelle. Est-ce que vous visualisez un groupe scolaire de 425 élèves avec une seule directrice ou un seul directeur? Une école qui ne se gère pas comme un établissement dans le second degré. Il n'y a pas de secrétaire, pas de directeur adjoint, pas de CPE. Donc c'est histoire d'imaginer que plus l'école est grosse, plus c'est problématique, plus c'est compliqué à gérer, à la fois pour le personnel dans les conditions de travail et aussi pour les élèves ou les enfants qui se retrouvent dans des situations plus difficiles d'apprentissage. Certes, vous vous conformez à ce que souhaite mettre en place le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale, des chefs de groupe scolaires avec un objectif principal, faire des économies de personnel. En ce qui concerne à proprement parler la délibération, il ressort une vision assez idéalisée de l'école. Il est écrit qu'il y aura 9 enseignants ou enseignantes en maternelle pour 7 classes et 14 enseignants pour 10 classes. On ne sait pas à quoi cela correspond. Est-ce qu'il y aura plus d'enseignants que de classes? Dans ce cas-là, ce n'est ni la métropole ni la mairie qui décident, mais l'éducation nationale. Est-ce que vous comptez les RASED, puisqu'il s'agit d'enseignants spécialisés ou d'enseignantes spécialisées, sachant que l'effectif du RASED est en train de disparaître? Au niveau du personnel, il y aurait 7 agents ou agentes en élémentaire pour faire l'entretien des locaux. C'est peu. Idem pour les ATSEM, qui sont à la fois dans les classes pour aider les enseignants et les enseignantes de maternelle, mais aussi qui font le ménage, le service à la cantine et surveillent la sieste. Dernière chose, à aucun moment il n'est fait part de l'avis du personnel et des enseignants ou enseignantes. Ont-ils ou a-t-elle été concertés? On peut supposer que oui, mais c'est surtout que pensent en tout cas les personnels directement concernés et qui ont la compétence ou l'expertise de ce genre de situation. Il y a la taille du groupe scolaire, donc 17 classes c'est pour nous beaucoup trop, et la somme de l'investissement, 4 millions, ça fait beaucoup aussi. 2 raisons pour nous de nous abstenir. Parce que, bien sûr, nous approuvons, dans le fond, évidemment, la construction, en tout cas l'apparition d'une nouvelle école.